Imaginez que je sois ici devant vous pendant 45 minutes sans rien dire. C'est ce que l'on fait au bureau. On pense à des trucs qu'on voudrait dire, mais on ne le dit pas. Alors les autres font des interprétations. Mais on préfère se taire. Vous aussi à l'école, vous avez tous connu cette maîtresse acariâtre que tout le monde craignait. Mais si, celle qui quand elle vous appelait, vous faisait trembler. Elle vous faisait des remontrances dans tout le monde, voire vous donnait des coups de pied aux fesses. Moi aussi je l'ai connue. Et après la classe, on rentre à la maison, et là, on ne peut parler que quand on nous autorise. Alors on se tait. Cette expérience m'a amené à me taire. Et j'ai gardé ça sur le cœur jusqu'à la fin du collège, et même au-delà. Et vous trimballez aussi ce poids toute votre vie sans jamais le déposer? Et à ce poids s'ajoutent les autres poids que la vie vous amène. Des poids qui finissent par peser très lourd. Des poids qui finissent par faire des nœuds qui se traduisent par de la maladie, de la colère. Un burn-out. Et pourtant, je suis toulousain. Et dans le sud, on apprend à s'exprimer. Oh con, tu la bouges ta caisse! Vous aussi, vous n'osez pas dire non par peur du conflit, alors vous dites oui. Et après coup, vous vous dites jamais je n'aurais dû dire oui. C'est une expérience que j'ai souvent vécue. Alors, que ce soit oui ou non, disons-le franchement. Oui ou non. Ouais. Parce qu'il y a des fois où on dit oui, mais. Ah, mais le oui, mais franchement, c'est ni un oui, ni un non. Et puis le oui, mais empêche toute communication. Il empêche de dialoguer, d'échanger, d'écouter. Je pratique le théâtre d'improvisation depuis de nombreuses années. Le théâtre d'improvisation consiste à créer des scènes, des personnages, des histoires en direct, en équipe, sans préparation. Et pour parvenir à ceci, on remplace le oui, mais par le oui et. Le oui et permet d'écouter son interlocuteur, de prendre en compte ses idées, de construire avec lui. Vous l'avez compris, cette conférence porte sur la communication. Et en tant que Toulousain, j'ai décidé de m'inspirer de l'aviation pour vous parler de la communication. Revenons à 1977, île Canaries, lieu de la plus grosse catastrophe aérienne de l'histoire de l'aviation civile. L'aéroport de Los Rodeos est plongé dans un épais brouillard. Seul repère pour les pilotes, la voix du contrôleur aérien. 2 avions remontent unique piste d'aéroport pour procéder au décollage. Un avion de la Paname suit un Boeing 747 de la KLM. Le pilote américain de la Paname cherche à quitter la piste pour attendre que l'avion de la KLM décolle. Mais lorsque le pilote américain entend « Leave the runway third to your left », il a un doute. A-t-il entendu « first » ou « third » ? Imaginez qu'un Toulousain, dans un tour de contrôle, se mette à parler au pilote. C'est ce qui s'est passé. « Leave the runway third to your left ». Bon, dans notre cas, le contrôleur aérien était espagnol. Mais nous allons voir ensemble qu'il y a eu plein d'autres paramètres qui sont rentrés en jeu. Une succession de défaillances de communication et de perception ont amené à la collision des 2 avions. 583 morts, 61 survivants. Un épais brouillard qui empêche toute visibilité et aucun radar au sol. Le pilote de la Paname cherche à quitter la piste mais ne voit pas bien les bretelles de sortie. Le pilote de la KLM, quant à lui, prêt à mettre les gaz, ne voit pas la piste devant lui. Nous avons tous ce radar, cet instinct qui nous dit que la conversation tourne au vinaigre. Mais quand ce radar ne fonctionne pas, on ne voit pas que la discussion va irrémédiablement au clash, voire même jusqu'au crash. Le pilote de la KLM doit décoller le plus rapidement possible afin de respecter les contraintes horaires imposées par la législation et ainsi éviter de sérieux problèmes à la KLM et à lui-même. Cette pression, ce stress, peuvent avoir influencé le commandant de bord et altérer son jugement et sa prudence. Nous aussi, nous avons nos propres motivations, nos propres pressions
qui nous empêche de prendre en compte le contexte sans écouter. Ce commandant de bord, très expérimenté, n'entend pas non plus correctement les instructions du contrôleur aérien. Et pensant que la piste est dégagée, il n'écoute pas non plus son ingénieur de vol qui l'avertit que l'avion de la Paname pourrait être encore sur la piste. Il met les gaz. Des fois, on est tellement pressé de dire quelque chose à quelqu'un qu'on n'attend même pas que la personne ait fini de parler, qu'on pense déjà à ce qu'on va lui dire. On ne l'écoute pas. À cela s'ajoute le fait que les pilotes passent leurs appels au même moment, en même temps, sur la même fréquence. Leur message se transforme en sifflement. Il est inaudible. Vous savez, comme quand on parle tous en même temps. Vous l'avez probablement connu ça, en réunion de travail. Le brouhaha des discussions croisées qui empêchent d'échanger, d'écouter, d'entendre, d'être entendu, compris. Tout comme le brouillard qu'il y avait, il nous arrive à tous d'évoluer dans un environnement brouillardeux, où il est difficile de voir au loin, comme on l'a connu avec le crise sanitaire, incapable alors de voir où nous allons. Et puis il est possible qu'on ne se comprenne pas, pour des raisons sociales, culturelles, la fatigue peut-être. Vous savez, ces fameux accents qui empêchent la communication de passer, qui compliquent cette communication. Et bien sûr, il y a aussi les émotions, le stress, la pression, les enjeux des uns et des autres, l'ego, incapable alors de se focaliser sur les enjeux, sur les essentiels de l'organisation. La plus grande leçon managériale retenue de ce drame est que le commandant ne peut plus être le seul maître à bord. La procédure, depuis cet accident, impose au commandant d'être à l'écoute de son équipe. Une procédure dont nous devrions tous nous inspirer dans notre communication. La culture du cockpit est probablement quelque chose que nous devrions tous adopter dans nos équipes. Aussi, dès à présent, je vous propose de jouer à un jeu. Je vais avoir besoin de volontaires. Vous pouvez jouer dans le chat, bien entendu, et répondre à ce jeu. Hop. Voici une boîte dans laquelle il y a un objet. Les participants volontaires vont, bien sûr, deviner à travers leurs questions ce qu'il y a dans cette boîte. C'est un objet. Les participants auront 3 minutes maximum pour trouver l'objet dans cette boîte. Ils peuvent me poser des questions à tour de rôle. Aussi, je répète, dans le chat, vous pouvez me poser ces questions. J'y répondrai bien plus tard, après la conférence. Donc, un volontaire parmi nous, je sais qui il est. Voilà, c'est Michel qui lève le bras. Merci Michel de se porter volontaire, qui est ici avec moi. Donc Michel, tu as 3 minutes à partir de ce moment pour me poser des questions qui vont t'aider à trouver ce qu'est cet objet. Michel, top chrono. Est-ce que ça se mange? Non. Est-ce qu'on en trouve dans la cuisine? T'es dans la cuisine, toi? Apparemment, il me dit non. On en a dans un garage? Non plus. Est-ce que tout le monde en a à la maison? Beaucoup de personnes en ont à la maison. Est-ce que c'est utile? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Est-ce que c'est utile? Ça dépend pourquoi. Est-ce que c'est utile au travail? Comme déstressant peut-être? Comme déstressant. Tu déstresses? Ça dépend, il me dit. Est-ce que c'est, allez, comment t'appelles ça, une balle anti-stress? Non. Est-ce que c'est quelque chose plutôt pour les femmes? Non. Il n'y a pas de sexe, on va dire, à cet objet. Pour les enfants? C'est aussi bien pour les femmes, pour les enfants ou pour les hommes. Est-ce que c'est mou? Non, tu n'es pas mou. Non, il est dur. Hein. Donc c'est dur. Est-ce que c'est cassable? Si on le jette fort, oui, il va se casser. Ok, donc c'est pas cassable. Ok. Pour t'aider, Michel. Et pour vous aider aussi, vous, dans le chat, je vous propose une solution, ou en tout cas un conseil. Michel a posé très majoritairement, ou quasi uniquement d'ailleurs, je pense,
des questions dites fermées qui amènent la réponse oui ou non. Question fermée, c'est est-ce que? Est-ce que tu penses que? Est-ce que cet objet est? Je vous propose de basculer sur des questions ouvertes. Les questions ouvertes vont me permettre de vous répondre plus précisément, de vous apporter plus d'informations. Les exemples de questions ouvertes sont comment utiliser cet objet? Quelle est sa couleur? Pourquoi? Quoi? Qui? Où? Quand? Ce sont des questions ouvertes. Aussi, Michel, dès à présent, on va lancer le compteur. Je te propose de me poser des questions ouvertes. Alors, comment utiliser cet objet? Comment utiliser cet objet? Donc cet objet, effectivement, on le prend dans les mains et on le fait tourner. On le prend, on Ouais. Quelle couleur a cet objet? Il a 6 couleurs différentes. On le fait tourner. Attends, il y a 6 couleurs. On le fait tourner. Ça peut être couleur bleue, jaune, rouge, vert. Pourquoi on en aurait besoin? Pour jouer, Ah, c'est un jeu. Ouais. Pour jouer. Ah bah attends, un Rubik's Cube. oui, bravo Michel, on peut l'applaudir, bravo, applaudissons-le. Voici, c'est bien un Rubik's Cube. Donc, ou un Rubik's Cube, selon d'où on vient, je pense. Alors, cet exemple a montré que nous pouvons utiliser des questions fermées dans le canal d'échange. Mais les questions ouvertes permettent de plus facilement prendre en compte le contexte, de prendre du recul, de voir plus large et de lever ce brouillard qui nous empêche de voir, comme l'ont vécu les 2 pilotes de nos avions. Aussi, il peut arriver que nous parlions un langage différent. Lorsque j'étais responsable commercial, le lundi matin, je participe à une réunion avec l'équipe commerciale, l'équipe communication marketing, la direction financière et le service informatique. 4 services différents, 4 langages différents. Et pour certains d'entre nous, c'est l'occasion d'échanger pour la seule fois de la semaine. Aussi, autour de la table, chacun parle son propre jargon. Et je me souviens d'une réunion au cours de laquelle, à une demande d'amélioration de notre site internet, le responsable informatique répond « Oh là là, ça va être chaud, hein. Oh les gars, ils sont overbookés, même charrette. Hein. L'IHM n'est pas prête et puis le CP est absent. La GDB, elle marche, mais pas. L'IR n'a pas tout checké. Et puis, de toute façon, depuis le début, le MOA nous a refourgué un Vaporware. Alors, vous aussi, vous êtes largués? Ouais, c'est normal. Les jargons, les anglicismes, les acronymes sont un bon moyen de se comprendre entre pairs. Mais ils deviennent de vrais perturbateurs lorsqu'on s'adresse à des non-initiés. Et en dehors de votre département, de votre entreprise, ça donne quoi selon vous? Imaginez que notre contrôleur aérien se mette à parler un langage issu de la finance pour guider notre avion. Qu'est-ce qui compte pour vous? Que vous ayez dit ce que vous avez à dire, que vous soyez compris. Est-ce que le message est reçu? Alors reçu probablement, mais compris c'est notre paire de manches. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le film Alien, ou même l'ont vu. À la fin des années 70, ce film a marqué l'histoire du film de science-fiction. C'est l'histoire d'un vaisseau spatial et son équipage qui rentrent à destination la Terre. Ils reviennent chez eux. Ils sont contraints de faire une halte forcée sur une planète inconnue. Lors de cette halte, un membre d'équipage se fait agresser par un monstre extraterrestre. Et ce monstre se retrouve dans le vaisseau et tue à tour de rôle chacun des membres de l'équipage. Aussi, pour vendre ce film, Ridley Scott a dit aux producteurs d'Hollywood « Mon film, c'est les dents de la mer dans l'espace. » C'est clair, tout le monde comprend, c'est précis. Et ça a marché. Alors vous aussi utilisez un langage simple, utilisez les images. Un langage imagé qui est les métaphores par exemple ou les allégories. Bien sûr, parfois on peut aussi parler pour ne rien dire. Il y a plusieurs semaines de cela, j'assiste à un événement organisé par un journal économique.
Et après que l'ensemble des intervenants nous aient partagé leur histoire et leur vision de l'avenir, arrive le moment où une personne politique prend la parole pour nous partager sa vision à elle. Et son intervention ressemble à quelque chose comme ça. Compte tenu de la crise actuelle, on se doit de prendre en considération l'ensemble des actions s'offrant à nous à long terme. Et en ce qui concerne la morosité observée, il serait intéressant d'avoir à l'esprit l'ensemble des solutions imaginables à long terme. D'après vous, est-ce qu'il y a un message? N'appelle-t-on pas cela parler pour ne rien dire? Bon, imaginons maintenant que tous ensemble, nous devions faire un discours pour nos équipes. Et je vous propose que nous le fassions ensemble. On va le rédiger ensemble, en tout cas la première phrase. Donc voici une première proposition, le début de notre phrase. Je vais faire appel à Michel qui est présent avec moi pour faire son choix entre les 5 propositions. Donc il y a 5 propositions. Michel, je te propose de choisir entre la proposition 1, 2, 3, 4 ou 5. 1. Merci. Proposition suivante, ou plusieurs propositions, pareil, même chose. Dis-moi quelle proposition souhaites-tu entendre dans notre discours? 2. Merci. Ensemble de propositions suivantes, laquelle t'inspire? 3. Merci. Ensemble de propositions suivantes, toujours 5 propositions, laquelle t'inspire le plus? 4. Merci. Encore 5 propositions, Michel. Laquelle souhaites-tu voir dans notre discours? 5. Proposition suivante. 1, 2, 3, 4 ou 5. Laquelle choisis-tu? 1. Super. Proposition suivante. Ensemble de propositions suivantes. 5 propositions. Laquelle préfères-tu? 2. 2. Avant-dernière proposition. Parmi celles-ci, 3. la 3. Et enfin, toute dernière proposition, laquelle parle à ton cœur? 4. Ouais, 4. Super. Donc, voyons voir ce que notre discours donne, ou en tout cas, la première phrase. Nonobstant la politique de l'époque actuelle, je préconise un audit afin d'inventorier la totalité des issues emblématiques si l'on veut s'en sortir un jour. Vous venez tous de démontrer, et Michel aussi vient de démontrer, qu'on peut tous créer une phrase grammaticalement correcte, mais vide de sens. Aussi, vous l'avez compris, pour vous aider dans votre entreprise à mieux communiquer avec vos équipes, plutôt que de dire ou de lancer à la va-vite un « Oui, mais j'ai pas le temps, je suis en réunion », optez pour le « oui et ». Je te propose que nous voyions plutôt cet après-midi. Vous avez aussi ce formidable outil qui sont les questions ouvertes. Ces questions ouvertes qui vont vous permettre de prendre en compte le contexte, de mieux comprendre votre interlocuteur, de mieux l'écouter et donc de mieux échanger. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser les images, le langage imagé, comme Ridley Scott l'a fait, pour parler, pour porter votre message, pour qu'il soit compris et entendu. Désormais, vous avez la possibilité de choisir de parler, de dire ou de vous taire.